Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de vous retrouver ce soir au travers de cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, on te voit plus fréquemment, pourquoi tu n'es pas là? Non, ce n'est pas que je ne suis pas là, mais sauf que je veux mettre un temps entre les vidéos et cela va me permettre également de me concentrer sur mon travail, de me concentrer sur ma famille parce que croyez-moi, j'ai beaucoup d'exigences en dehors des vidéos que je peux faire. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous assure qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de venir, mais vous n'allez pas croire. D'ici ce samedi-ci, il y a un nouveau truc, un lancement, mais vraiment des bénédictions que vous allez avoir. Croyez-moi, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour ceux qui sont déjà là, likez, likez, commentez, partagez. Pourquoi vous ne voulez pas partager? Imaginez un peu malgré tout ce que j'ai à faire. Je cherche vraiment le temps, la force nécessaire pour pouvoir vous faire des vidéos pour vous informer. Donc, eh oui, il y a certains qui vont me dire, mais tes cheveux, oui, j'ai fait une nouvelle coupe. J'espère que ça me va bien. On essaie pour voir. Donc, je suis Sarah Moussondi et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez différent parce que beaucoup de gens entendent parler de visa, mais ils ne savent pas qu'il y a différents visas. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de visa de visiteurs pour les travailleurs et les étudiants. Donc, vous comprenez qu'il y a le visa des visiteurs, il y a le visa visiteur simple, il y a le visa étudiant simple, mais là, on parle de visa de visiteurs pour les travailleurs et les étudiants. Alors, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Vous êtes un étudiant ou un travailleur, vous avez obtenu un visa V1. On appelle ce visa V1. Donc, il ne s'agit pas d'une erreur. Et on va apprendre ce que signifie le visa V1 pour les étudiants et les travailleurs. On va le découvrir ensemble. Donc, le visa de visiteur s'appelle officiellement un visa de résident temporaire. Donc, si vous entendez parler de visa de résident temporaire, c'est l'appellation officielle. Donc, on l'appelle souvent visa de visiteur. Il existe deux types de visas. Le visa pour entrée unique et le visa pour entrée multiple. Si vous avez un visa pour entrée unique, vous avez, dans la plupart des cas, besoin d'un nouveau visa pour revenir au Canada. Vous pouvez demander de revenir au Canada au moyen de votre visa original de visiteur pour entrée unique si vous visitez uniquement les États-Unis ou Saint-Pierre et Miquelon. Et vous reviendrez au Canada avant la fin de la période de votre séjour autorisé au Canada. Donc là, le visa unique, si vous êtes, par exemple, on vous a donné 6 mois et que après 4 mois, vous voulez aller aux États-Unis, ou après 3 mois, vous voulez faire un tour aux États-Unis ou Saint-Pierre et autres, juste ce qu'on a cité, hein, pas d'autres pays, pas d'autres endroits. Et après, vous avez fait 1 mois là-bas, vous voulez revenir, votre visa n'a pas encore expiré, c'est possible. Mais si c'est déjà si les 6 mois, la date exacte de la fin de votre séjour est atteinte, vous ne pouvez plus rentrer au Canada. Si vous avez un visa, on parlait du visa pour entrée unique. Maintenant, si vous avez un visa pour entrée multiple, vous pouvez revenir au Canada si vous avez un visa de résident temporaire pour entrée multiple qui n'est pas expiré. Et ça aussi, ça expire. Si vous avez un visa de visiteur expiré, vous pouvez revenir au Canada au moyen de votre visa de résident temporaire. Vous comprenez? Donc, il y a le visa de visiteur qui peut expirer. Mais si vous avez votre visa de résident temporaire, en parenthèse visiteur original, même s'il est expiré, si vous prévoyez visiter seulement les États-Unis ou Saint-Pierre et Miquelon, et revenez au Canada avant la fin de votre séjour autorisé au pays. Avant de revenir au Canada, vous devez satisfaire à toutes les exigences nécessaires, y compris l'ensemble des exigences liées au test et à la quarantaine, parce que nous sommes en période de pandémie toujours. Un agent des services frontaliers prendra la décision finale au point d'entrée. Donc, s'il juge que vous n'êtes pas admissible ou apte à rentrer au Canada, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir rentrer au Canada. Étudiants étrangers travailleurs qui obtiennent un visa de résident temporaire, en parenthèse, visiteur au Canada, s'il y a un code V1 sur votre visa de visiteur. Donc, c'est un code. V1, c'est un code. Il ne s'agit pas d'une erreur. En raison de la COVID-19,
le gouvernement a pris les mesures temporaires en place afin de traiter les demandes de visa visiteurs soumises depuis l'intérieur du Canada. Donc, vous comprenez qu'avant, les visas visiteurs se faisaient seulement à l'extérieur, mais depuis la pandémie, il y a eu un changement. Les travailleurs et étudiants étrangers qui, depuis le mois de juillet 2021, ont présenté une demande de visa de visiteur au Canada, peuvent avoir un visa de visiteur V1. Vous pouvez vous servir de votre visa V1 afin de quitter le Canada et d'y entrer de nouveau. De la même façon que vous vous servirez de votre visa S1 ou W1. Je vous parlerai du visa S1 et visa W1 prochainement. Vous n'avez pas à demander de type différent de visa ou de suivi après que l'agent de traitement ni du centre de soutien à la clientèle, puisqu'un nouveau visa ne serait pas délivré dans un cas de ce genre. La période de la validité est différente sur le visa V1. Le visa V1 est valide jusqu'à la date d'expiration de votre passeport. Vous voyez que ça c'est différent. Donc si vous avez un visa visiteur normal, ça peut expirer en 6 mois et votre passeport peut expirer en 2026. Mais un visa V1, on dit que ça expire que quand votre passeport va expirer. Donc, si votre passeport va expirer en 2024 ou 2026, votre visa V1 sera également admissible ou éligible jusqu'à cette date-là. Cela fait partie des mesures temporaires en place. On a dit que c'est temporaire. Qui seront en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, c'est en vigueur. Si votre visa V1 expire, vous pouvez demander un nouveau visa de visiteur. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de ce visa V1. Il y a beaucoup de personnes, peut-être qu'ils ont vu, ils se disent, mais c'est quoi ce code? Effectivement, ce n'est pas une erreur. Un permis d'études ou de travail n'est pas un visa. Nous n'allons pas vous délivrer, ou le gouvernement ne va pas vous délivrer automatiquement un visa de visiteur si vous prolongez votre permis d'études ou de travail. Si vous avez besoin d'un nouveau visa de visiteur, vous pourriez devoir présenter une demande distincte. Vous pouvez présenter une demande de visa de visiteur de l'intérieur du Canada si vous remplissez toutes les conditions ci-dessous. Vous vous trouvez déjà au Canada. Vous détenez un permis d'études ou un permis de travail valide. Vous voulez quitter le Canada et y revenir dans un proche avenir. Votre visa de visiteur actuel est expiré ou était valide pour une seule entrée. Présentez votre demande au moins 2 mois avant la date prévue de votre départ au Canada. Donc, si vous êtes venu au Canada le 1er janvier et que vous devrez quitter le Canada en juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6 mois. Donc, dès que vous êtes au mois de avril, vous devez déjà faire la demande pour votre visa V1. Vous ne pouvez pas le faire, ou le visa visiteur, vous ne devez pas le faire 1 mois ou quelques jours avant votre départ. On a bien dit 2 mois avant, parce que le délai de traitement peut être lent. Et croyez-moi, avec la pandémie, c'est pire. Si vous avez présenté une demande en ligne pour prolonger votre permis de travail ou votre visa d'études, votre permis d'études, désolé, si ils approuvent votre demande, vous allez recevoir un message dans votre compte en ligne et vous recevrez votre nouveau permis de travail ou d'études par la poste. Vous pouvez présenter une demande de visa de visiteur avant de recevoir votre permis de travail ou d'études par la poste. Mais vous devez présenter une preuve que votre demande a été approuvée, par exemple, une capture d'écran de l'approbation de votre demande en ligne. Il faut vraiment garder cela. Ne faites pas la demande et vous êtes là, vous allez juste fermer comme ça sans pourtant prendre la capture d'écran ou le numéro de la demande. Ça va venir. Donc, je parlais d'une capture d'écran de l'approbation de votre demande en ligne et ce pour toutes les demandes. Le numéro de votre demande, c'est très important. Lorsque vous faites une demande, quelle que soit la demande que vous faites, que ce soit pour les études, que ce soit pour le visa visiteur, que ce soit pour le visa touriste, que ce soit pour travailler, le numéro de la demande, c'est la référence. Lorsque vous voulez faire le suivi de l'état de votre demande, c'est au travers de ce numéro-là que vous allez faire le suivi. Si vous avez fait des paiements, gardez les reçus précieusement. Croyez-moi, ça vous sera utile dans la démarche. Tout autre document qui prouve que la prolongation de votre permis d'études ou de travail est valide et a été approuvé. C'est une preuve, donc il faut garder tout ça. Il est possible que vous ayez à suivre des étapes supplémentaires lorsque vous remplissez votre demande.
Donc ça, c'est pour les titulaires d'un passeport vénézuélien. Ça, c'est vraiment une autre fenêtre que je pourrais ouvrir prochainement. Présenter une demande pour un nouveau visa de visiteur en ligne. Pour présenter une demande en ligne, vous avez besoin d'un numériseur ou d'un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents, ainsi que d'une carte de crédit ou d'une carte de débit valide pour les paiements. Utilisez le bon formulaire de demande. Pour avoir accès au bon formulaire de demande, répondez aux questions. Vous allez répondre aux questions dans l'outil en ligne. À la première question, on vous demande que souhaiteriez-vous faire au Canada. Vous devez sélectionner étudier si vous avez un permis d'études valide. Travailler si vous avez un permis de travail valide. À la question, ça c'est la première, la deuxième. À la question, quel est votre pays, territoire actuel de résidence? Vous devez sélectionner le Canada parce que vous êtes dans le Canada. L'autre question, répondez aux questions sur les pages suivantes au sujet de votre travail ou de vos études. Donc, c'est une question qu'on va vous poser, vous devez répondre. Il se peut que vous ayez l'option de prolonger votre permis d'études ou de travail actuel ou de demander un nouveau visa de résident temporaire. Donc, il peut y avoir l'option de prolonger au lieu de faire un nouveau. Ou il faut faire un nouveau. Assurez-vous de sélectionner visa de résident temporaire. Il faut le sélectionner. Par la suite, le formulaire de demande figurant dans votre liste de vérification des documents sera intitulé « Demande de visa de visiteur » en parenthèse « visa de résident permanent ». Présenté à l'extérieur du Canada. La demande, c'est IM 5257. Il s'agit d'un formulaire que vous devrez remplir même si vous présentez votre demande de l'intérieur du Canada. On va parler un peu de ce formulaire. Ce formulaire, c'est un formulaire qui est vraiment sécurisé. Donc, pour l'ouvrir, il se peut que vous ayez vraiment du mal. Alors, quand je dis du mal, croyez-moi, vous allez vraiment avoir du mal à l'ouvrir, quel que soit le type d'ordinateur que vous avez. En ce moment-là, si vous avez de la difficulté, vous pouvez contacter IRCC, appeler le service à la clientèle et eux, ils vont vous aider. Ils peuvent vous envoyer un lien qui va vous permettre de pouvoir télécharger le formulaire, de le remplir et de le téléverser. Ou ils peuvent vous donner aussi le lien du soutien technique qui pourra vous aider par rapport à ce formulaire-là ou à d'autres formulaires. Mais ce formulaire-là, croyez-moi, il est très difficile, très très difficile. Donc, pour présenter une demande en ligne, vous avez besoin d'un compte. Veuillez utiliser votre compte pour payer vos frais et vérifier l'état de votre demande. Je vous conseille vivement de présenter votre demande en ligne. Ce qui vous permet ce qui va vous aider en fait dans suivre l'état d'avancement de votre demande. Vous allez recevoir tout en ligne. S'il y a des documents à ajouter, ça sera en ligne. Vous n'aurez pas besoin de pouvoir attendre des documents. Il n'y aura pas le délai de la poste, comme je le dis tout le temps. Et vous aurez la possibilité de pouvoir suivre vraiment l'état d'avancement de votre demande, d'être à jour à tout moment et de téléverser facilement des documents que d'envoyer des documents par la poste. Donc, la première étape, si vous voulez faire une demande en ligne, vous devez créer un compte ou ouvrir une session si vous avez déjà un compte. Mais sinon, vous devez créer un compte. Donc, quand vous allez créer un compte, je vais mettre le lien en barre de description. Si je suis très rapide, je parle rapidement. Excusez-moi, c'est ma façon de parler. Donc, dans votre compte, vous pouvez préparer une demande, l'envoyer et payer les frais liés à la demande. Donc, en raison de la pandémie, ils ne peuvent pas vous dire exactement combien de temps ça va faire, mais ils traitent en priorité les demandes des personnes qui sont exemptées des restrictions de voyage. Selon le type de votre demande, il se peut que vous n'ayez pas eu de nouvelles de leur part ou que vous essayez de contacter, que vous ayez contacté des changements dans l'état constatez des changements dans l'état de votre demande. Si vous avez fourni vos données biométriques ou passé un examen, ces renseignements n'apparaîtront pas dans votre compte tant qu'ils ne l'auront pas traité. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Vous aurez actuellement un aérien d'examens médicaux à traiter, mais lorsqu'ils le traiteront, vous les verrez dans votre compte. Donc, tous les documents que vous allez fournir, que ce soit les documents médicaux, que ce soit les données biométriques, quand ils vont traiter, vous allez enfin voir la mise à jour dans votre dossier. Donc, on parlait de créer un compte. Quand vous serez sur le site, vous allez voir tout en bas, c'est écrit « Ouvrir une session » avec une clé GC ou avec un partenaire de connexion.
Le partenaire de connexion, c'est votre banque. Pour ceux qui sont au Canada, si vous avez, par exemple, je prendrai l'exemple de TD, de Desjardins ou je ne sais quoi. Quand vous allez cliquer sur ouvrir une session avec un partenaire de connexion, il va sortir les différentes banques et vous allez choisir votre banque. En ce moment-là, il va vous demander les références bancaires. C'est juste, par exemple, le numéro de votre carte et votre code qui vous permet d'accéder à votre compte en ligne et vous allez accéder à votre dossier. Si vous n'avez pas de compte, vous allez peser sur s'inscrire et quand vous allez mettre s'inscrire, il y a le document, il y a une page qui va s'ouvrir. En ce moment-là, il va vous dire s'inscrire à la clé GC. Vous allez peser sur s'inscrire à la clé CG ou s'inscrire avec un partenaire de connexion et vous allez devoir remplir le formulaire, les détails et tout que le système va vous demander de remplir. Donc, assurez-vous aussi de capturer toutes les réponses que vous allez donner parce qu'il y a des questions de sécurité, par exemple, quelle est votre couleur préférée. Choisissez vraiment des réponses auxquelles vous avez la maîtrise. Ne choisissez pas des questions et des réponses difficiles qui va vous bloquer à la langue. Si vous êtes surtout à l'extérieur, c'est difficile de joindre IRCC. Et même nous qui sommes ici, croyez-moi, c'est vraiment pénible. Vous pouvez faire des heures et des heures à attendre. Surtout avec la pandémie, c'est vraiment compliqué. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire des choses qui vont vous simplifier la vie. Choisissez par exemple les couleurs préférées, votre animal de compagnie, je sais pas moi, le nom de votre première voiture, le nom de votre meilleur ami, quelle est votre nourriture préférée, vraiment des trucs auxquels vous avez l'habitude de répondre, qui sera facile pour vous à pouvoir trouver la réponse et ça va mieux vous aider. Quand vous allez finir de remplir le formulaire en ligne ou de s'inscrire en ce moment-là, vous allez pouvoir faire maintenant votre demande en ligne. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je voulais vous parler un peu de ce visa qu'on appelle V1, le visa qui est pour les travailleurs et également pour les étudiants. Et ça vous permet de pouvoir revenir au Canada à tout moment sans pourtant renouveler encore votre visa. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais avant de terminer ma vidéo, je vais répondre à une question que je ne retrouve plus malheureusement. C'était un commentaire et je l'ai vu. Je m'étais dit que j'allais répondre, mais malheureusement, j'étais en train de travailler. J'ai pas pu répondre et j'ai perdu le commentaire. Mais je vais le rechercher, ça c'est sûr, pour pouvoir répondre à la personne de manière individuelle. Mais ça concernait l'attachement. Cette personne m'a dit, si j'ai pas de famille, par exemple au Manitoba, et que j'ai pas d'amis, j'ai pas de travail, j'ai pas, je n'ai rien en fait. Moi, je vis pas au Canada. Quelle est la preuve d'attachement? Parce que vous dites qu'il faut une preuve d'attachement. La preuve d'attachement peut être une preuve d'emploi. Vous avez déjà fait une demande au Manitoba, un emploi et tout, vous avez eu une entrevue et que on vous a embauché, c'est une preuve d'attachement. Ça veut dire que vous n'avez pas cherché au Québec, vous n'avez pas cherché à Montréal, vous n'avez pas cherché, je ne sais pas moi, à Drummondville ou en Ontario, mais vous avez plutôt cherché à trouver un emploi au Manitoba et vous avez décroché cet emploi-là. Ça permet de montrer la preuve d'attachement au Manitoba. Pour les étudiants, vous êtes inscrits, même pour ceux qui ne sont pas étudiants. Vous êtes inscrits, par exemple, à l'université là-bas, à une école spécialisée ou à une école de langue au Manitoba. C'est également une preuve d'attachement. Donc, c'est à cette question-là que je voulais répondre. Pour la personne qui m'a demandé et je vais revenir aussi sur une autre question concernant la lettre d'invitation. La lettre d'invitation doit mentionner toutes les personnes que vous invitez. Si vous invitez toute une famille qui sont au nombre de 5, même s'il y a un bébé, vous devez mettre le nom du bébé. Ne dites pas parce qu'il est mineur. Vous devez mentionner, la personne qui fait la lettre doit mentionner le nombre de personnes invitées, le nom de chaque personne invitée dans sa lettre d'invitation et le nombre de personnes qui vivent déjà dans la maison avec cette personne-là qui prend la responsabilité de vous héberger pendant votre séjour au Canada. Donc, c'est juste à ça que je voulais répondre. Pour les autres questions, je pense que je réponds assez rapidement. Si je ne réponds pas rapidement, vous allez vraiment m'excuser. C'est que j'ai beaucoup de travail aussi. J'ai d'autres occupations en dehors des vidéos que je fais. Abonnez-vous, 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 partagez, likez, commentez s'il vous plaît. Les bonnes choses sont à venir. Moi, je vous dis que je vous aime. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!